Ça fait genre 40 minutes qu'on est posé en fait, donc ça fait hyper bizarre après. Voilà. Ça va? Ah, ça a commencé? Voilà. Ah, bah Non, j'ignorais que l'émission avait commencé. Voilà. Non, Ouais, ça a commencé depuis longtemps. Tout est enregistré, tout est dans la boîte. Ça Du me coup, va. les gars qui vont faire l'editing, ils sont en train de se dire putain, ça va être long. Tellement coupé. Les amis, bienvenue Merci. dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar, super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités, doux comme le sucre. J'ai nommé Chloé, Valentine et Vince. On peut légèrement s'applaudir. Waouh, applaudissements en ASMR, c'est génial. Alors, nos Insta s'affichent actuellement sur le socle de nos micros. Tac. Voilà, Je le dis pas assez, mais si vous kiffez le contenu qui se présente à vous, là, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker, à vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force et qui nous permet de produire ce type de contenu. Les amis, il est bon, le petit thé? Il il est passe bien. délicieux. Ça passe bien. Ouais. Passe bien. Un bon dimanche matin. Voilà. C'est doux. Non, mais excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire du ASMR, désolé. c'est tellement prenant d'avoir le micro comme ça. Va donc. Les amis, je me suis dit que c'est plus sympa de se faire présenter que de devoir se présenter soi-même. Je sais l'exercice et c'est vraiment compliqué et fastidieux. Donc je me suis dit, bon ben, qu'à cela ne tienne, je le fais pour vous. Génial. Allez, c'est gentil. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Fais gaffe à ce que tu dis. On est prêts, Valentine, on depuis tout à attend. l'heure, elle se demande. Oh mais là attends. là 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 là. Alors, Le suspense. Granville dit un jour, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeune invitée à ma gauche ne manque pas d'en savoir, tout en faisant beaucoup. Elle revient tout juste de Paris après un sommet de jeunes activistes du climat en quête de solutions pour l'Europe. Voici Valentine Hendrix. Une Magnifique. douce applause. Ah ouais, Waouh. canon. Waouh. Alors, son CV est infini. Elle défend corps et âme la justice climatique. Elle est coordinatrice de Repair and Share, une initiative qui soutient les projets liés à l'économie circulaire en faveur du droit à la réparation. Elle fait des dons, elle fait des dons. Je suis pas comme ça. C'est pas ça. Mais attends la présentation avant de me... Oui, mais c'est pas Repair and Share. Ok, Non. c'est laquelle? Right to Repair. C'est la campagne Right to Repair. Repair and Share, c'est un de nos membres en Non, fait. mais Aubin, C'est pour ça t'inquiète que je pas. disais non. Moi, depuis, ça fait quelques semaines que je la connais, quelques mois maintenant, je comprends toujours pas ce qu'elle fait, donc t'inquiète pas. Non, mais Parce juste que du coup, j'ai Repair and- investigué avec mon équipe, on était là. Mais attends, donc du coup, c'est celui-là Non, je suis désolée. C'est pour ça que je dis non. C'est Ouais. pas pour la présentation, elle était géniale. C'est juste que si tu dis ça, bah, si nos membres ils écoutent, enfin, Ils c'est vont pas se vrai dire- quoi. Ouais, c'est pas ça. Des informations. Donc si tu veux. De ouf. Fake news. Voilà. Si tu veux, on peut la refaire et tu remplaces juste Repair Together. Enfin, Repair, Right to Repair. Mais non, on va le garder comme ça, c'est encore Ok, plus si tu drôle. veux. Sa page Insta de Green Monkey, là je l'ai. Inspire et est un recueil de bons plans, bonnes infos, éco/fripe/voyage. C'est une camarade de podcast avec The Burning Case. Son anglais est divin et va certainement nous mettre à l'amende aujourd'hui. J'ai rien dit divine. Divine, mec. Voici Chloé Nicolas Jack. Et bien dit le nom de famille en plus. C'est Ça, c'est très beau. Ouais, C'est ouais, vrai. ouais. Ça, je me suis entraîné un peu. S'il y a bien une chose qui est correcte. C'est très, très beau. Allez. Enfin, l'homme à la voix grave et somptueuse n'est autre qu'une légende de la radio belge. C'est avec joie et aisance qu'il accepte de renfiler son casque et son micro pour nous rejoindre dans À peu près sérieux. Il est producteur audiovisuel, fondateur de School Up et de Limite, nouveau média de sensibilisation écologique. Il a Shifter Pro dans sa manière de voir le monde. Ben. C'est ouf. Voici Vince Cantet. Oh là là. Ouais, légende, je suis pas encore mort, hein, par contre. Ça fait un peu posthume, tu vois. Ouais, grave, Et oh, la hommage posthume. légende. Oui, tu peux dire non, il faut tu vois, faut promouvoir les gens pendant qu'ils sont en vie et dire que c'est des légendes, tu vois. Ça fait plaisir. Ouais, mec. C'est lourd. Toi, j'aime bien mettre Ouais. les invités. Merci pour la présentation. Petit ego boost. Ça nous- Ah ouais. Ça se voit pas, mais je rougis. Tu dis, moi. Aujourd'hui, je voulais parler de climat, d'écologie, de toute cette thématique qui m'importe énormément. Et j'ai réuni autour de la table une série d'invités au moins un petit peu initiés. Disclaimer, on n'est pas des experts,
Mais voilà. Oh, je sais pas, il y a Chloé quand même. Niveau expert plus. Mais voilà, ça nous permet de pouvoir continuer à se questionner. Donc si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou que vous vous posez vous-même des questions, placez-les en commentaire. C'est parfait. Les gars, première question. Un petit peu sur votre parcours de vie, de manière générale. À quel moment vous vous êtes dit, ok, à quel moment vous vous êtes senti impliqué par la question du climat en fait, Vous vous êtes dit, ok, bon, c'est un peu la merde là. Il faut un peu agir. Ou même pas, genre, à quel moment ça vous a touché, ça vous a parlé Valentine, si tu peux commencer. Moi, je dirais que c'était lors des premières marches pour le climat. J'étais en 5e humanité. Et j'ai été à une de ces marches et je me suis vraiment posé la question pourquoi ces marches et tout. Et j'ai commencé à blinder, me renseigner, à lire des articles, à regarder des documentaires et tout, partout, tout le temps. Et ça m'a vraiment fait un choc parce que c'est vrai qu'avant ça, j'étais pas du tout là-dedans et pas du tout au courant. Enfin, si, un peu, mais... Tu mangeais 5 kilos de viande par jour, quoi. Mais je mangeais de la viande, je partais en vacances. Enfin, voilà, vraiment, j'étais pas très au courant de ce qui se passait dans le reste du monde. Donc vers 16-17 ans, quoi. Voilà. Et puis depuis, j'ai toujours continué à m'informer. Voilà, après, on sait jamais assez que... Enfin, on n'est jamais satisfait de se dire maintenant je connais assez, mais voilà, on avance. Génial. Et toi, Vince? Oh, frère, c'est à mes 5 ans en vérité. Ça peut paraître très étonnant, mais que je disais qu'il y a un problème, c'est à mes 5 ans. Mon padre m'amène au Sénégal la première fois. Quand tu as 5 ans que tu as vu que la Belgique, tu arrives au Sénégal à Dakar en 1992. C'est la S. Toujours la S d'ailleurs, c'est toujours galère. C'est pas comme ça. C'est mieux, ça s'est bien développé, mais maintenant tout est une question de savoir qu'est-ce que signifie développement. Mais je me suis dit, waouh, l'état des routes, comment se fait-il qu'on mette autant de temps pour faire 2 km? Coupure d'eau, coupure de courant, à répétition, longtemps. Ouais. Tu peux pas avoir ce que tu veux quand tu le veux, manger quand tu le veux. Et à ce moment-là, je me suis dit, merde, comment ça se fait que ça vit? C'était ma seule ouverture sur l'Afrique. Puis j'y suis retourné à 7 ans, 8 ans. J'y suis retourné très souvent, j'ai vraiment eu cette chance. Et de visiter tout le Sénégal, de visiter un peu l'Afrique et de me dire, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de différences nord-sud? C'est quoi le délire? Et on me répondait, on me vendait, puisque ma grand-mère me disait, et même ma mère, et même mon père me disaient, ouais, mais nous, on n'a pas réussi à se débrouiller après la décolonisation. On n'a pas réussi à gérer le truc, c'est pour ça que tout est effondré comme ça, c'est pour ça que c'est galère. Et c'est un peu l'argument qui a été avancé. Et en fait, non, pas du tout. Statu quo, quelque chose qui est mis en place. Et à ce moment-là, je me suis dit, merde, il y a un truc qui ne va pas dans le monde. Dont j'ai fait l'expérience. Et tu comprends très vite qu'il y a des choses qui merdent, mais tu sais, tu es dans ton bain, tu es dans ta pop culture, tu évolues. Tu fais tes trucs, tu fais tes études, et voilà, tu suis un peu le mouvement. Ouais, il te faut une maison 4 façades, il faut ta voiture, il te faut... regarde les gens, t'as vu, ils partent en vacances super loin, c'est génial, c'est trop bien, etc. T'as vu, j'ai le dernier téléphone, t'as vu la marque, t'as vu ma SAP, t'as vu mes Jays. J'étais très comme ça, en fait. Et quand il y a eu le Covid, quand ça a pété à Wuhan, je me suis dit, oui, ça pète à Wuhan, il y a des chances qu'on confine aussi. Et j'étais impatient qu'on confine, pourquoi? Parce que je me suis dit, si on confine vraiment, ça veut dire que il va y avoir un basculement vers quelque chose. Et on a confiné, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je vis un truc que mes grands-parents ont vécu, le genre de truc impossible. Et je me suis dit, putain, c'est un choc, tu vois. Et je me suis dit, je vais lire pour essayer de comprendre. Et je commence par la microbiologie, je découvre les problèmes des zoonoses, et je vois qu'en fait, le Covid fait partie de plein de zoonoses qui ont pété. Et je me dis, waouh, il y en a autant, pourquoi il y a des zoonoses? Ah, parce qu'on mange comme ça, parce que... Et au fur et à mesure, ça m'a amené sur les questions climatiques, sur les questions des ressources, sur les questions des énergies. Et littéralement, c'est comme si tu es tranquille en train d'être dans ton jet, et ton jet il pète en l'air, et tu es en train de tomber, et tu essaies de trouver un parachute pour éviter de te fracasser au sol. Ouais. Et le parachute, c'est le fait de devenir, entre guillemets, activiste. Voilà. C'est hyper... C'est une réponse si radiophonique, mais j'adore. Oh, merci mon gars. On en parle, on n'en parle pas. Mais si je comprends bien, un peu pour te paraphraser, mais en gros, tu étais un peu sensible à la question de l'écologie parce que tu étais... En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt lié au fait des différences nord-sud. Tu allais en vacances au Sénégal, tu avais déjà 5 ans, tu étais un peu sensibilisé à ça. Et puis, en grandissant, tu as toute une série d'idées et de visions, d'ambitions par rapport à la vie. Et tu as eu le choc de... Mais en fait, ça me parle pas. C'est avec le confinement, quoi. Avec la crise du Covid, c'est le gros choc où je me suis en même temps dit, tiens, j'ai du temps pour lire. Et ça y est, il est temps de sortir un peu de ma bulle,
de mon inertie et de me dire là, attends, c'est le moment de répondre à des questions importantes là. Est-ce que ce que je fais là a encore du sens? Et j'ai trouvé ces réponses et clairement tout ce que j'ai fait, et je viens de te dire, tu me dis légende de la radio, j'ai l'impression que ce que j'ai fait n'avait pas de sens pour moi. Ça a eu du sens pour beaucoup de jeunes qui ont écouté, mais pour moi j'ai l'impression que ça n'avait pas de sens. De la structure dans laquelle j'étais. Mais sans parce que j'ai aussi envie de découvrir Chloé, mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est chaque année où je retournais au Sénégal, et ça m'a plus marqué au niveau de la biodiversité, c'est que forcément nous, notre développement, on l'a fait, on voit de temps en temps des trucs qui sont coupés, mais si on coupe des trucs, c'est des champs, c'est l'agriculture on fait des lotissements, voilà, ça change, ça passe d'agriculture à des bâtiments ou à des entreprises. Sauf que là, ce que j'ai vu au Sénégal, c'était des zones vivantes avec des forêts, avec en Casamance, j'ai beaucoup vu ça, de la jungle. Une biodiversité super riche. Exactement. Et tu reviens, et vraiment quelque chose des forêts primaires, quoi. Et tu reviens un an après, tout est rasé. Et tu dis, pourquoi? Tu reviens un an après, tu vois des trucs qui sont en train de pousser. Et pareil pour là où j'étais à Dakar, j'étais dans un village qui s'appelle Village Nongor, t'avais quelques petites habitations un peu bidonville, et t'avais, mais vraiment une végétation derrière, avec des varans, des serpents, des trucs, je me rappelle, j'avais vu ça de mes propres yeux quand j'avais 7 ans. Je reviens 2 ans plus tard, tout coupé. Et à ce moment-là, je me dis, what? Et tout coupé, pourquoi? Parce qu'il y a eu un projet de la ville de Dakar qui finalement n'a pas abouti, c'est devenu une décharge. Et c'est quand tu vis ça jeune, tu dis c'est peut-être normal. Au final, tout ce dont on parle et qu'on va peut-être parler là aujourd'hui, je l'ai vécu de près, et c'est là que je me dis il fallait répondre à tout ça. Et c'est marrant parce que ce dont tu parles, l'urbanisation, on le voit même à petite échelle chez nous, du fait que quand moi j'étais petit, j'habitais à Louvain-la-Neuve, etc. Il y avait toute une série de champs qui étaient autour. Et tous ces champs sont devenus des maisons, mais de plus en plus. Et c'était des champs, donc ça veut déjà dire que ça a déjà été... Il y avait déjà une artificialisation des sols, quoi. Chloé, et toi, à quel moment t'as eu cette lumière, j'ai envie de dire. Cette lumière. Ça t'éclate. Cet éveil. En fait, moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout conscientisée. Je sais qu'il râle quand je dis ça, mais je suis désolée, c'est vrai. J'ai une famille qui n'est pas du tout politisée, pas conscientisée sur l'écologie du tout. J'ai vécu une grande partie de ma jeunesse à Paris. Et donc, ville extrêmement consumériste. Beaucoup de vêtements, beaucoup de viande, beaucoup de voyages. J'avais des parents qui voyageaient énormément. Donc, c'est vrai que ça m'a donné une certaine ouverture sur le monde. Mais il y avait aucun questionnement sur ce qu'on faisait, en fait, sur les activités qu'on faisait. Par contre, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été extrêmement sensible à l'injustice. J'ai toujours été... je me faisais élire déléguée de classe pour essayer de défendre les plus faibles de la classe ou ceux qui galéraient avec les profs, etc. J'ai toujours été... C'était pas vraiment du militantisme, mais pour moi, c'était vraiment... Tu vois, je me faisais toujours pote avec l'élève qui était arrivé le dernier et qui galérait un peu à s'intégrer. C'était naturellement, en fait, mais les injustices, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappée. Et je me rappelle, quand j'ai commencé mes études, donc on m'avait dit « fais du droit, ça mène à tout », le classique. et moi, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit « faire du droit, ça mènera à tout ». Et il y avait eu un grand scandale en France à ce moment-là, c'était sur la question de l'huile de palme, le fameux Nutella Gate de Ségolène Royal. Et en fait, moi, voir ces images, donc de forêts, tu parlais des forêts, moi, je suis extrêmement sensible aux forêts. Et ces forêts détruites, ces gens qui perdaient leurs moyens de subsistance, ces animaux qui n'avaient plus d'endroit où aller, c'est quelque chose qui m'avait vachement marqué. Et j'ai commencé à me renseigner, etc. Et en fait, je suis rentrée dans l'écologie, on va dire, par l'huile de palme. Et c'est assez bizarre. Et du coup, j'ai fini mes années de droit, et puis j'ai complètement bifurqué. Je me suis dit... ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça. Je veux continuer mes études dans le secteur de l'écologie de l'environnement. Donc j'ai fait mon master dans ça. Et petit à petit, en fait, plus t'apprends, plus tu peux pas revenir en arrière. Et plus tu te rends compte que tout est lié. Tu vois, t'apprends un truc, par exemple, typiquement la déforestation, et t'apprends que c'est lié au climat, que c'est lié au sol, que c'est lié à la biodiversité, mais que c'est aussi lié ce qu'on appelle aux petits fermiers, enfin aux petits agriculteurs, et que c'est lié derrière à des grosses entreprises qui vont notamment dans les pays du Sud pour déforester, pour faire du profit sans impact social écologique. Donc en fait, tu te rends compte que c'est comme si tu tires sur une pelote de laine ou une toile d'araignée et tu te rends compte que tout est connecté. Exactement. Et puis j'ai eu de la chance d'en faire mon métier. Donc maintenant, je suis chargée de campagne pour des ONG qui luttent pour faire changer les politiques, notamment au niveau européen,
parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau européen, on se rend pas forcément compte, mais c'est là où la plupart des politiques environnementales sont adoptées. Et des enjeux existent. Et en fait, je suis extrêmement reconnaissante parce que moi, c'est quelque chose qui maintenant, en fait, c'est ma vie. Donc c'est mon métier, mais c'est mon temps libre, c'est ma passion. Enfin, c'est pas ma passion, c'est idiot de dire ça, mais c'est mon quotidien, en fait. Et faire changer les choses, essayer de faire changer les choses, c'est vraiment devenu ma mission principale, quoi. Parlez si bien, les amis. Oh my God. Je vous propose de jouer à un petit jeu. Ah, il y a des jeux, lourd. Et on a un globe ou pas? Ah, complètement, c'est bien. Il s'appelle Espoir ou Espien. Et le nom est un peu éclaté. Espoir ou est-ce bien? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Avouez, c'est correct. C'est bien très correct. Mon équipe de prod était là, mec, c'est un peu nul. Non, c'est très correct. Moi, j'approuve. Voilà. Bah, le concept du jeu est très simple. Je vous présente une série de postulats. Vous me dites dans quelle mesure vous pensez que c'est vrai ou c'est faux. Et vous pouvez évidemment un petit peu argumenter. Mhm. Alors, premier postulat, il est pour toi, Chloé. Les politiques sont inconscientes de l'urgence climatique. C'est-à-dire, c'est vrai ou faux, hein. Ça dépend de quelle politique. Non, mais ça dépend de quelle politique. Je pense que globalement, non, c'est faux. Je pense que la plupart des politiques... J'aime bien parce qu'on dirait un jeu à boire, du coup, vous buvez comme C'est faux. Avec la vodka? Non, je pense que la plupart des politiques sont conscientes. En fait, ce qu'il faut savoir... Enfin, c'est difficile d'en dire un peu sans en dire trop, mais moi, j'ai écrit quelque chose il n'y a pas longtemps dans un article et ça avait fait un peu de bruit. Je disais souvent qu'en fait, c'est plus difficile aujourd'hui d'être politique que d'être activiste. Surtout dans un pays comme la Belgique qui fonctionne par gouvernement de coalition. Ouais. Donc par définition, tu dois faire du compromis. Tu dois accepter certaines choses contre d'autres choses qu'on te donne. Et c'est difficile aujourd'hui. Donc certes, il y a une mauvaise foi. Ça, c'est évident de la part de nombreux politiques. Il y a un manque de volonté. Il ne faut pas oublier qu'au niveau européen, nous, on fonctionne beaucoup. Donc je reviens toujours à l'Europe, mais il ne faut pas oublier qu'on fonctionne beaucoup avec des partenaires européens. Il faut bien se dire que la majorité, aujourd'hui, le parti principal, le plus gros parti européen, c'est un parti de centre-droit, voire droite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients. Ils le sont conscients. Ils ne sont peut-être pas conscients de tous les détails. Il y aura peut-être un travail plus de pédagogie à faire, mais ils en sont conscients. Mais c'est difficile de faire changer les choses, et notamment parce que ce n'est pas que la politique qu'il faut faire changer. C'est notre système économique en entier. Ouais. Donc ça implique un certain nombre d'institutions internationales. Tu parlais par exemple tout à l'heure, ça m'a fait penser à la question de l'impérialisme, tu vois, les pays Nord-Sud. Les rôles d'organisations comme la Banque mondiale ou le Forum monétaire international, tout ça, c'est des institutions qui, entre guillemets, je sais que c'est un peu bizarre et limite complotiste de dire ça, mais qui gouvernent le monde d'une certaine façon. Aujourd'hui, on fonctionne avec des marchés, donc les pays doivent emprunter sur des marchés internationaux, et en fait, la croissance est l'indicateur principal. Donc, on reçoit de l'argent pour faire des investissements dans son pays si on a un certain nombre de points de croissance. Enfin, c'est un peu caricaturé, mais grosso modo, c'est ça. Donc, c'est super difficile de faire des changements quand on a un contexte comme ça. Et c'est aussi super difficile de faire des changements seul. Et c'est pour ça que moi, je crois profondément en l'Europe. Je crois qu'on a un rôle déjà historique et une responsabilité historique dans le sens où on est parmi les plus gros émetteurs historiques de gaz à effet de serre. On a un rôle aussi par rapport à notre responsabilité dans la colonisation et dans la néocolonisation qui est encore en train d'avoir lieu. Et donc, pour tout ça, on a une responsabilité, mais on a aussi un rôle en tant que plus gros marché de consommateurs international. Donc, on a un moyen de pression sur d'autres pays. Et donc, on a besoin d'avancer ensemble, en fait. Donc, cette question, elle est un peu difficile. Effectivement, il y en a qui sont peut-être pas encore assez suffisamment conscients. Globalement, je pense que la majorité le sont. Mais il y a un certain nombre de limites qu'il faut faire tomber, il y a un certain nombre de tabous dont il faut discuter, et c'est là qu'on pourra changer. Et tu vas demander vrai ou faux. Pardon, vrai ou faux? Et ben là, voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quelque part, pour un peu paraphraser, et tu me complètes si je mets des mots dans ta bouche, mon cher Chloé, mais c'est que voilà, les politiques peuvent être conscientes, mais sont quelque part paralysées aussi par une série aussi de multinationales, de banques, etc., qui empêchent l'avancement dans certains points, quoi. Ouais, et juste un dernier point, effectivement, il faut qu'on ait plus de politiques
progressistes au pouvoir, parce que ça peut faire changer les choses, et que quand tu es coincé avec des coalitions, avec des gens qui sont hyper conservateurs, voire extrêmement conservateurs et d'extrême droite, là c'est d'autant plus difficile de faire changer. Alors qu'on le voit dans des pays qui ont des gouvernements de gauche, d'extrême gauche, avec notamment beaucoup de femmes au pouvoir, parce que ça c'est un facteur aussi important, on a des politiques environnementales qui sont bien plus ambitieuses. Donc c'est aussi ça qui est important quand les gens disent ouais on va pas aller voter, machin, etc. Parce que ça peut paraître inutile. Non, c'est encore utile d'aller voter, c'est pas suffisant, on est d'accord, il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Tu penses à un pays en particulier ? Ouais, je pense par exemple à la Finlande. Ou à la Nouvelle-Zélande, même si bien sûr c'est pas parfait, mais c'est des pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, c'est un des premiers pays au monde qui a dit que l'indicateur n'allait plus devenir le PIB, la croissance, mais le bonheur, le bien-être de ses habitants. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est révolutionnaire, quoi. Vince, tu sais, tu voulais ajouter un truc ? Je suis à 100%. Je veux dire, on parlait que tu n'avais pas invité d'experte. Tu as une experte ici. Et tout ce qu'elle vient de dire, je suis exactement dans la même propos, dans la même pensée, la même méthodologie. Donc 100% agree. J'ai juste envie de rajouter peut-être un truc un peu plus banal, c'est que certains politiques savent, oui effectivement, mais se disent que l'enjeu est bien trop élevé, parce que forcément un politique qui va prendre une décision là aujourd'hui, il va pas être élu. Et c'est ça qu'on attend en fait, c'est d'avoir une personne que forcément on va s'en ramasser plein la gueule, mais que l'histoire lui rendra hommage. Dans 30, 40, 50 ans, on dira mais cette personne-là, ce politicien qui a pris telle mesure était révolutionnaire. Malheureusement, ça a servi à rien. Mais non, justement, c'est ça qui est intéressant, et que je pense qu'il va sans doute y avoir une nouvelle génération aujourd'hui, ceux qui manifestent et qui sont en politique, qui vont se dire ok, nous on va prendre des mesures, on va se faire taper dessus, on va être détesté, notre parti on va le faire couler. Ça sera peut-être même pas un parti, ce sera peut-être un mouvement, mais c'est pas grave, parce que l'histoire lui rendra hommage, et je pense surtout à ces gens-là. Sinon il y en a d'autres, ils savent, mais en même temps ils savent pas, ils sont, tu sais, quand tu nais dans un paradigme, que t'as toujours cru en ça, que t'as toujours vécu là-dedans, voir autre chose et comprendre et accepter le fait que ce truc nous amène droit dans le mur, ça reste difficile et complexe, et ils trouveront toujours un levier à activer. Mais d'ici quelques années, d'ailleurs, petite anecdote, j'en ai parlé avec un expert qui s'appelle Arthur Keller, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais qui est spécialisé dans... C'est un expert en analyse systémique. Donc le mec, il analyse à quel moment le système peut flancher. Et le mec m'a parlé justement que le prix Nobel d'économie, qui n'est pas vraiment un prix Nobel, c'est le prix Nobel de la Banque de Suède, c'est un ersatz du prix Nobel, mais qu'on donne en même temps pour faire genre, regardez, a été donné à un gars qui a dit en fait formellement, regardez, en fait il a fait croire qu'il était possible de continuer à croître dans un monde fini, en disant que plus tard on trouvera une technologie, regardez, je vous ai fait une formule là qui fait qu'à un moment donné on va découvrir, je sais pas, un facteur X, et que ce facteur X permettra de continuer à faire comme on fait. Et ce gars-là a gagné le prix Nobel d'économie, c'est le plus gros foutage de gueule de l'histoire, parce que il y a une sorte d'optimisme malsain de personnes qui... De technoptimisme, exactement, qui sont persuadés, qui disent... et c'est normal, on a été sur la Lune, on va sur Mars, et donc ils se disent, en fait rien n'est impossible à l'être humain, mais rien n'est impossible à partir du moment où tu as une source d'énergie infinie, sauf que là c'est fini, donc c'est pas possible en fait. Ça attaque beaucoup de choses, et je pense que moi à titre personnel, je pense dans la quête de compréhension sur la thématique de l'écologie, je me suis beaucoup questionné sur ça, sur qu'est-ce que veut dire croissance dans ce, tu vois, dans ce monde, et de dire c'est lié, croissance écologique, est-ce qu'on peut parler de croissance écologique, est-ce que c'est effondrement écologique, ça. Là tu vas sentir les gens autour de toi qui se... Valentine, oui. J'ai un postulat pour toi. Dis-moi. Avoir un comportement éco-responsable, c'est un luxe. Bonne question. Mais regarde pas, j'ai rien dit moi. Non, je pense que on m'a posé la même question hier. C'est vrai ? Vraiment, enfin plus ou moins. En teuf comme ça. Non, avant. Je pense que c'est plus facile d'avoir un comportement éco-responsable quand on est privilégié, mais après on dirait que c'est les plus privilégiés qui ont le plus besoin d'avoir ce comportement éco-responsable, parce que c'est plus difficile de demander à quelqu'un qui a moins les moyens de faire plus d'efforts. Maintenant ceux qui ont moins les moyens vont moins polluer, que ça soit à l'échelle micro ou macro, voilà, donc effectivement je dirais pas que c'est un luxe, mais quand on est privilégié, et qu'on peut se le permettre en plus, il n'y a plus d'excuses. Et j'ai l'impression un petit peu que, tu vois, le fait d'être
les classes sociales privilégiées, c'est aussi des classes sociales aisées. Qui dit aisées, ça veut dire un peu plus d'éducation, parfois, et de connaissances sur la question de l'écologie et du climat. Tu sembles hocher de la tête négativement, Chloé. Après, je pense qu'il faut toujours revenir aussi du coup à la question du système et du changement de système qui est nécessaire, parce que moi, c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Et pour te donner un exemple, alors c'est pas forcément les comportements éco-responsables, mais c'est l'accès à la nature. Moi, j'avais fait une petite analyse et j'avais trouvé que les 3 communes les plus vertes de Bruxelles se trouvent dans les 5 quartiers, enfin dans des quartiers qui sont dans le top 5 des quartiers les plus riches de Bruxelles. Donc, tu as vachement une corrélation en fait entre accès à la nature, accès à ce que tu pourrais appeler comportement éco-responsable. Donc, pensons par exemple magasin bio, magasin zéro déchet, ce genre de choses. Rien que l'accès au train. Prenons l'accès au train. Tu as une famille, tu as 2 enfants, tu as des moyens relativement modestes, tu travailles, tu trimes toute l'année et tu dis « Ah, j'ai quand même vachement envie de partir en vacances ». Alors la plupart des gens vont partir, qui ont peu de moyens, vont partir près de chez eux. Ça, c'est un fait, parce qu'ils vont pas avoir les moyens de partir super loin. S'ils ont vraiment être trimés comme des malades et qu'ils disent « Allez, c'est les vacances, je sais pas moi, des grosses vacances, on se lâche », bah, évidemment qu'ils vont prendre l'avion. Parce que quand tu as un vol Ryanair qui peut t'emmener à l'autre bout de l'Europe pour 25 € par personne, 30 € par personne, 50 € par personne, bah, oui, ça paraît logique en fait. Mais par contre, tu vas regarder, tu vas faire le même trajet en train, par personne, tu vas être à 150 €. Les gens n'ont pas les moyens de se permettre physiquement, ça. Ils l'ont pas dans le portefeuille. Exactement. Et donc, c'est là où l'intervention des pouvoirs publics, et c'est là où le changement d'un point de vue politique et systémique, il est nécessaire. Parce que mettre la pression, et c'est souvent certains politiciens le font, et beaucoup d'entreprises d'ailleurs surresponsabilisent les individus, et je dis pas qu'il faut les sous-responsabiliser, tout le monde doit changer de comportement, c'est évident, mais pour ça il faut qu'il y ait des moyens qui soient mis en place, il faut qu'il y ait un accès à ces magasins bio, il faut qu'il y ait un accès au train, il faut qu'il y ait des soutiens, des aides aussi pour les personnes les moins aisées, tout va bien. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus où m'amener mon fil de pensée. Voilà. Est-ce que c'était pour des personnes avoir des comportements éco-responsables. Alors un exemple, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que le calculateur d'empreinte carbone. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et que les gens utilisent beaucoup pour se savoir un peu où ils se situent. Alors ça a été inventé par BP, donc BP, British Petroleum, donc une des plus grosses entreprises d'énergie fossile au monde. Ça a été inventé par eux en 2003 ou 2005 parce que du coup c'est une façon de responsabiliser uniquement le consommateur. Quelle est ton empreinte carbone ? Ah, c'est de la merde. Enfin pardon, mais c'est de la merde. Tu consommes, tu génères autant. Mais nous par contre, qui générons des millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, on va pas faire le calcul parce que sinon il va pas être bon, quoi. T'avais fait une superbe story à ce propos, un peu sur les avions et la taxe liée. Ça c'est quand même assez incroyable. On voit que pour l'instant, c'est en train de bouger au niveau politique, il y a des discussions sur ces sujets-là, mais là où les gens qui vivent dans des campagnes, qui n'ont pas accès au transport en commun, qui sont obligés de prendre la voiture, c'est la base du mouvement des Gilets jaunes, hein. Donc la taxe sur le gaz, sur le pétrole pour les voitures, ça a généré effectivement ce mouvement de colère, parce qu'on demande en priorité à des gens qui souvent déjà ont un pouvoir d'achat réduit actuellement de faire des efforts quasi surhumain au niveau du portefeuille, alors que la taxe, les avions, le secteur aérien et le secteur du transport maritime n'a pas son pétrole taxé. Et c'est ça qui est quand même délirant quand il pense, tu vois. Vince. Même question ? Non. Ah, je le disais bien. Au vu de la manière dont va le monde aujourd'hui, il faudrait pas faire d'enfants. Faux. Je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup, là on va atteindre les 8 milliards, la population mondiale se stabiliserait à 10 milliards en fonction de plusieurs facteurs, ça c'est ce que des institutions ont mesuré. Je pars du principe que effectivement plus on est nombreux, plus on a un facteur de consommation immense, mais après moi je regarde plus les chiffres de bilan carbone d'un Congolais moyen où ils sont 80 millions il me semble. Et celui d'un Belge ou d'un Luxembourgeois. Et là, tu te dis, ok, en fait, la population congolaise ne consomme même pas ce que fait le Luxembourg. Et donc, ils sont 300 000 habitants, le Luxembourg. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, il y a un problème de nombre d'habitants. Mais je crois qu'il y a un problème de répartition des richesses, clairement. On est de nouveau dans le même système, hein. Peu de personnes consomment beaucoup plus que toute la population mondiale. Donc, en sachant que le Congo, il y a 80 millions, ils peuvent être, entre guillemets, sustainable, vu ce qu'ils consomment, vu ce qu'ils mangent et tout ça. En sachant qu'ils courent derrière plus de luxe, plus de bien-être, plus de carbone, en quelque sorte, hein. Plus tu cours vers...
on va dire, une élévation au sein de la société, plus tu cours vers le carbone, puisque le carbone est nécessaire et rentre là-dedans. Moi, je pars du principe, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, notre bilan carbone est de, il me semble, 14 tonnes de CO2 par an, par habitant. La France, 10. Et Luxembourg, je crois qu'ils sont beaucoup plus. Ils ont pété les 20, je pense. Hein, c'est énorme. C'est plus de comment est-ce que tu éduques tes enfants. Alors, c'est sûr que nous, le fait d'avoir, moi par exemple, j'ai 2 enfants, ils sont nés dans un système où, quoi qu'il arrive, leur mode de vie, quoi qu'il arrive, va faire qu'ils vont consommer plus qu'un Sénégalais moyen ou plus qu'un mec du Mozambique. De toute façon, ou même du Cambodge. Mais à partir du moment où ils ont déjà une éducation de base, et ce que j'essaye de faire avec ma fille ne demande plus de jouets, elle ne demande plus rien, elle ne me demande pas je veux les nouvelles pop, les lol, les trucs, j'en sais rien. Elle n'est pas là-dedans. Ta fille est si triste. Elle est heureuse de ouf, elle est complètement. C'est ça, elle changer. est complètement en fait. Ce qui est génial, c'est qu'au début, je voyais mes copines, elles ont ça, mes copines, elles ont ça, et je veux la même chose, et je veux la même chose. Et puis à un moment donné, je lui ai montré l'intro de Banksy dans Les Simpsons. C'est pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder. Hein, c'est Banksy qui a fait l'intro où il montre ce qui se passe dans les usines chinoises, mais en caricaturant avec tout le merchandising des Simpsons et de la Fox. Ouais. Et donc, t'as des enfants qui mettent de la pelote de laine, de moutons, qui mettent dans les peluches, etc. Et ils montrent à quel point c'est dégueulasse, que c'est délétère, produits toxiques pour que nanana. Et je dis à ma chérie, tu vois, et on était dans un magasin, le Maxi Toys, et je fais, tu vois ce que tu vois ici? C'est fabriqué comme ça, sauf le petit rayon là-bas. Et vrai parce que t'as un petit rayon en mode regardez, vous faites du sustainable, tu vois. Ouais. 0,001% de tout le magasin, c'est ça. Et là, elle m'a regardé, et en même temps, elle est dans un enseignement pédagogie active, beaucoup plus proche de la nature. Et là, aujourd'hui, ma fille, c'est que du recyclage. Elle a besoin d'une écharpe. On va chercher une pelote de laine qui coûte 2 balles et elle a suffisamment pour faire une écharpe qu'elle pourrait facilement revendre 20 €, tu vois. Mais ce n'est pas ce que je lui dis de faire. Et en fait, naturellement, elle a arrêté la viande sans que ce soit moi. Elle a quel âge ta fille ? Elle a 9 ans. Okay. Elle a naturellement arrêté ça. C'est le vélo. Pour elle, prendre la voiture, c'est bon, papa, etc., etc. Et c'est génial parce qu'elle, déjà, a un bilan carbone qui est bien plus faible que le mien au même âge. Déjà, moi, j'ai pris l'avion beaucoup plus qu'elle au même âge, tu vois. Moi, je pense que c'est une question de comment tu éduques. Mais attention, parce que éduquer du mieux possible quand tu es à Dubaï ou aux États-Unis, t'auras toujours un bilan carbone déplorable. Hein, donc, Et donc, tu vois, face à cette question, c'est davantage... en fait, tu réponds sur le versant, en fait, on peut faire quelque chose avec les enfants qu'on fait, qu'on a. Et en même temps, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça te fait pas peur par rapport à l'avenir du monde dans lequel clairement, ta fille clairement, je les vois tous les deux et je suis en train de leur dire, mais fondamentalement, je leur dis comptez sur vous non-stop. J'essaie de les éduquer dans la conscience qu'il n'y a rien de plus important que vous deux. Vous devez vous entraider quoi qu'il arrive. Toi Anaïs, si jamais tu as de l'occasion d'aider ton frère, tu l'aides. Toi Eden, tu aides ta sœur, toujours ensemble, toujours à deux, esprit d'équipe, parce que ils vont faire face à des chocs où il y en a un qui va perdre son job, il y en a un qui va perdre son truc, ou qu'ils vont se retrouver à devoir avoir faim. Et la crise alimentaire, moi je pense qu'elle va arriver d'ici 2030. Peut-être l'année prochaine en fait, hein. Et qui vont devoir faire face à ça. Peut-être que je serai là ou pas là, j'en sais rien. Moi, ce qui me fait juste chier là-dedans, c'est que je vais avoir 70 ans au moment où il va faire 50 degrés l'été, tu vois. Et je me dis, putain, à 70 ans, vivre ça, c'est chiant. Alors que quand t'es jeune, tu peux prendre à bras le corps, aller limite, je sais pas, aller cultiver la terre, j'en sais rien. À 70 ans, t'es un peu croulant. et moi, j'espère, voilà, c'est beaucoup pour eux que je flippe, effectivement. Mais pour revenir à ta première question, pour moi, c'est une question d'éducation. Voilà, je pars pas du principe qu'il faut interdire de faire des enfants, mais je pars du principe qu'il faut conscientiser et sensibiliser, éduquer concrètement. Mais en sachant que tu auras beau éduquer le mieux possible, tant que tu es dans un système où c'est consommation, bah... Val, prochain postulat que j'ai à te proposer. Les actions individuelles en matière d'écologie ne sont pas utiles. Je pense que c'est pas ce qui a le plus d'impact. Parce que nos actions individuelles, au final, comme je disais, si on était tous parfaits, ça ne changerait pas le monde. Mais moi, j'ai beaucoup changé ma manière de vivre et mon mode de vie parce que je ne veux pas accepter le système dans lequel on est. Et donc, les actions individuelles, je dirais que ça a plus d'impact au niveau « je refuse ce système ». Et du coup, j'avance, mais au niveau empreinte carbone et CO2, notre manière d'agir a pas full impact,
Mais c'est pas pour ça que je vais dire je mange de la viande parce que de toute façon ça change rien et j'arrêterai pas l'industrie de la viande si je deviens végétarienne. Mais je suis végétarienne parce que je veux pas soutenir ce système. Et donc je pense que c'est là qu'on peut avoir de l'impact de refuser le système dans lequel on est. Et si on devient tous végétariens, enfin, je veux dire, voilà, je préférais qu'il y ait 100% de la population qui se pose des questions et qui réduisent de 50% leur consommation, qu'il y ait 10% qui deviennent véganes. Parce que c'est tout le monde, et c'est au niveau des mentalités, à la limite, que si tout le monde se posait des questions, on avancerait bien plus que si 10% devenaient parfaits, quoi. Ok. C'est une sorte de complémentarité, quoi. Ouais. En même temps, des actions individuelles et en même temps du collectif. Mais c'est surtout se poser des questions et remettre en question ce système et se dire, en fait, c'est pas normal, enfin, c'est pas durable. Et si on continue comme ça, ça n'ira pas. Et donc, oui, on change notre mode de vie, mais pas pour l'impact environnemental que ça a, pour l'impact du système, quoi. La destruction des habitats est un des facteurs premiers impactant le climat, que l'urbanisation, que le changement d'usage des terres, la surexploitation, ça représente, je pense, si je me souviens bien, que un tiers de la superficie terrestre est liée à la production agricole, et sur ce tiers, donc sur la planète, et sur ce tiers-là, 75% de la production est simplement lié au bétail, à l'élevage. C'est phénoménal. Tu parlais tout à l'heure de notre consommation de viande, et ce qui m'amenait à me dire, mais dans quelle mesure ce serait si trash, si on suit ce raisonnement très simple, d'imposer dans les supermarchés, de réduire l'accessibilité de la viande. C'est l'offre de... Enfin, dans quelle mesure... J'ai une réponse à ça. Le problème, c'est que j'en ai parlé avec Colruyt, parce que je bosse avec eux sur un truc et, qui a été greenwash check, je tiens à préciser, leur fameux EcoScore. Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'arrêtez pas tout simplement les histoires de viande? Et ils disent, malheureusement, chez Colruyt, la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires, tout confondu, c'est la viande. C'est la bidoche. C'est la viande en 2022. Non mais donc c'est-à-dire que si tu touches au plus grand revenu, etc. de Colruyt, même si Colruyt qui est la seule pour l'instant entreprise de type supermarché, qui pour moi de toute façon le supermarché est un concept qui existe grâce à l'abondance énergétique, moins d'énergie, ton supermarché va disparaître, il faut le transformer. Colruyt est déjà dans cette idée, mais pour des raisons économiques, et malgré tout pour des raisons économiques, c'est bien, ça leur amène à être moins carboné que les autres. Mais malgré tout, il est évident que si on touche à une partie de leur chiffre d'affaires, on dirait on va devoir foutre plein de gens dehors, on va devoir faire plein de trucs, etc. Et ce qui est de toute façon inévitable. Le carbone, c'est la croissance et l'économie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut venir avec revenu universel et avoir une personne qui se dit moi, tu sais quoi, je suis passionné je suis colombophile, je vais aller dans les parcs et je vais m'occuper des animaux dans les parcs. Et plutôt que payer des gens qui font ça, tu as le passionné qui va le faire et les passionnés qui vont le faire. Et avec son revenu universel. Avec son revenu universel, exactement. Mais cette nouvelle société est une société alternative qui n'existe pas, mais qui existe dans les récits un petit peu, dans les films. Et qui existe parfois dans certaines communautés. Il y a beaucoup de communautés qui se soutiennent, qui sont dans un esprit de solidarité, parce que ça je pense que c'est hyper important aussi, c'est recréer des liens, recréer cette solidarité. Mais sur la question de la viande, c'est un exemple intéressant parce que, par exemple, les Pays-Bas et maintenant l'Allemagne avaient avaient envisagé, puis il y avait aussi tout un lobby de la part des ONG, de réduire la quantité de bétail produit et d'augmenter le prix d'un kilo de viande, donc en le taxant différemment ou en le vendant différemment, etc. Et donc beaucoup d'ONG se sont dit enfin on parle du sujet de la viande. Enfin, je veux dire, c'est un vrai sujet de société, il faut en parler, il faut l'amener, il faut réfléchir à des solutions sur ça. Et il y a eu une telle opposition, non seulement des consommateurs, parce qu'on revient à cette notion de liberté où on t'enlève ton morceau de bidoche. Il y a des gens qui sont prêts à descendre dans la rue, mais je te mens pas. Ils sont pas prêts à descendre dans la rue pour la situation actuelle, pour les réfugiés, pour le climat. Mais par contre, ils vont descendre dans la rue si tu leur enlèves leur SUV ou si tu leur enlèves leur morceau de viande. Je rebondis là-dessus et tu as totalement raison. Pourquoi est-ce que les gens étaient dans la rue à un moment donné avec la situation Covid? Rendez-nous nos bars, rendez-nous nos événements, notre culture. Je suis DJ. J'ai pas été dans la rue, j'ai pas été milité parce que je me dis ok, c'est nos libertés, on veut sortir, on veut pouvoir faire la fête et c'est totalement normal. Mais à côté de ça, les gars, la réalité c'est que demain il y aura moins de bière disponible, factuellement, il y aura moins de vin disponible, il y aura moins de tout disponible et il faudra s'habituer concrètement à avoir tout en moins. Mais si déjà le Covid a fait en sorte qu'on ait moins et que les gens étaient dans la rue militer, on n'est pas content, on rouvrait notre bar, on veut notre bar.
Demain, ton nombre... De toute façon, factuellement, avec une diminution d'énergie, c'est le nombre de bars sur Bruxelles qui diminue aussi. C'est normal. C'est l'énergie, c'est tout. Donc c'est moins d'énergie, moins de studios comme celui-ci, c'est moins de téléphones, tout en moins. Donc pour l'instant, si maintenant on va refermer les bars pour une autre raison, on va de nouveau aller dans la rue et c'est ça qui me fait peur un petit peu avec les décisions drastiques qui vont devoir avoir lieu au fur et à mesure. Ouais, c'est que les gens vont se mobiliser contre ça. Il faut aller éduquer les gens, il faut que tout le monde sache de quoi il en tourne. C'est pour ça qu'on va dans les écoles aussi. C'est pour que cette jeune génération qui va se ramasser des chocs aille pas dans la rue en mode tu as bon Nutella et tout, tu vois, parce que si demain on dit le chocolat qui a un bilan énergétique colossal, on dit les amis, désolé, plus de chocolat, ou beaucoup moins, et qu'il n'y a que les riches qui pourront se le permettre, des gens vont aller dans la rue en me disant mais je peux plus avoir mon truc, je peux plus avoir mon machin. Mais est-ce que tu crois que ça sera pas différent, que ça sera... Enfin, on pourra plus l'avoir parce qu'il n'y a plus les ressources. Et je pense qu'on pourra toujours l'avoir, mais seulement les plus aisés. C'est ça, les personnes les plus aisées. Et le problème, c'est que ça va frustrer. Parce qu'on est toujours dans ce business as usual. C'est-à-dire que des gens qui ont les moyens de se dire oh, bah, je peux continuer à rouler avec ma grosse voiture, ma grosse Mustang, gros moteur, qui va continuer à payer des taxes de ouf parce qu'il peut se le permettre. Plus de voitures diesel d'essence sur Bruxelles interdite. T'inquiète pas qu'un gros riche, etc. De toute façon, on aura sa voiture électrique, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pourra continuer à le faire, mais ça va créer ça va faire des gens ultra déçus derrière. Ça va créer des frustrés immenses s'ils ne sont pas éduqués. Juste au-delà de l'aspect individuel, peut-être un exemple aussi plus politique sur cette question de la viande, où un des lobbies les plus puissants au niveau européen s'appelle... toujours mes amis, à chaque fois je les cite. Copa Cogeca. Copa Cogeca, c'est, malgré leur site internet, c'est le lobby de l'agriculture industrielle en Europe. C'est un lobby qui est extrêmement puissant. Ça représente énormément d'agriculteurs, etc. à travers l'Europe. Et alors, donc, il y a pas longtemps, on a eu énormément de discussions sur la PAC, donc la politique agricole commune, qui est un des 3 plus grands piliers de l'Union européenne. Ça représente à peu près 1/3 du budget de l'Union européenne. On parle de milliards et c'est une politique qui est développée sur 7 ans. Donc, une fois qu'elle est adoptée, et si elle craint pour les 7 prochaines années. Et donc, il y avait énormément de discussions sur la PAC qui maintenant a été adoptée, malheureusement. Et sur l'aspect notamment écologique, etc. Est-ce que les agriculteurs devaient laisser plus de place dans leurs champs à des jachères, est-ce qu'il fallait avoir plus de haies, enfin voilà, tous ces éléments-là. Puis aussi sur la question du bio, il y avait énormément de discussions, les pratiques agroécologiques. Et il y a eu un lobby extrêmement puissant de la part de Copa Cogeca, qui est donc le lobby agricole industriel. Et notamment, pour vous donner un exemple, et ça, c'est des choses dont on ne sait pas, et peut-être que je ne sais pas si on pourra en parler un moment, mais c'est le lien aussi entre la démocratie et climat, environnement, etc. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et pourquoi ? Parce que Copa Cogeca, donc déjà, ça montre à quel point les organisations au niveau européen se disent qu'elles sont intouchables et que personne ne peut les tenir pour responsables parce que personne ne les connaît. Pour te dire, avant chaque Conseil européen, donc le Conseil européen, c'est les États membres, c'est ce qui représente les États européens. Donc ils se réunissent pour discuter, en l'occurrence, de plein de sujets. Chaque fois qu'ils se réunissent, ou très souvent, pour parler d'agriculture et de la PAC, le patron de Copa Cogeca avait un meeting en one-to-one, donc aucun média, aucune ONG, rien pour les tenir responsables pour discuter de la PAC. Et il se sent tellement intouchable que le mec, il fait une vidéo dans les rues de Bruxelles qu'il poste sur Twitter, filmé par, je sais pas moi, quelqu'un, et il dit en route pour aller rencontrer le patron, enfin le président en l'occurrence du Conseil européen, pour discuter du futur agricole. Voilà, exactement. C'est ce mot, c'est le no shame, c'est l'audace. Quand en anglais, tu sais, t'as un mème qui fait the audacity. Et bah c'est vraiment ça, tu vois. C'est complexe et c'est pas le genre de gars qu'on va attaquer tout de suite. On sait pas vraiment. Et ce pire, c'est ce qu'elle raconte là. Ça se passe en marge d'absolument toutes les grosses discussions importantes. Les compagnies pétrolières le font. La Convention citoyenne pour le climat a été complètement affaiblie par le pouvoir des lobbies. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important que les gens réalisent aussi que il n'y a pas toutes ces décisions, on ne peut pas les prendre sans démocratie. Donc c'est important pour 2 raisons. C'est pour les gens qui disent il faut un dictateur vert. Ça ne marchera pas forcément. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une situation où il y a une fatigue démocratique qui est complètement compréhensible. Il y a une montée du populisme, il y a une montée des discours démagogues. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'environnement. Et c'est extrêmement dangereux pour le climat. Et du coup, par définition, c'est extrêmement dangereux pour notre futur à tous. Donc si on se bat aujourd'hui pour l'environnement, pour le climat, etc., il faut aussi se battre pour la démocratie. L'un ne va pas sans l'autre. Vous avez tous un smartphone, j'ai remarqué. Je sais Vince. Cet argument-là, tu vois. Moi, je me sens bien. Moi, je vais pas avoir de problème. Faut savoir qu'on s'est appelé l'autre jour et il me disait ouais gros j'ai un souci avec mon parce que c'est un Fairphone et ça marche pas très bien. Le type. J'assume. Ouais. Et donc on utilise une série de réseaux sociaux.
avec son impact et tout. Et sur cette question un petit peu du libre arbitre, est-ce que voyez un peu, est-ce qu'on devrait réduire un petit peu l'accessibilité de l'offre de viande dans les supermarchés? Je me posais cette même question au niveau de l'illimité de la 4G. C'est aussi bête que ça, mais est-ce que en fait la 5G carrément. Dans quelle mesure Fais gaffe, hein, t'es sûr que tu as le droit de parler de 5G Je sais pas. On verra. Okay. Non, mais je me pose un peu cette question. Est-ce que c'est aux consommateurs de pouvoir être éduqués sur cette question? On a parlé d'éducation de chaque citoyen par rapport à la question du climat, de l'écologie, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi aux entreprises, aux multinationales de jouer Bien sûr. Pour moi, le marché ne s'autorégule pas. Ouais, non, mais c'est quelque chose que moi je dis super souvent, c'est que le marché ne s'autorégule pas. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des extrêmes dérégulations dans les années 80, notamment instaurées par Margaret Thatcher en Angleterre, où on a dit quasi plus, j'exagère et les économistes vont me tomber dessus, mais il y a une moindre intervention étatique dans ce qui se passe au niveau des entreprises, etc. Néolibéralisme à fond, ça a été poussé à crever. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, les entreprises, si tu veux, ont un peu un free pass et elles s'autorégulent. Littéralement, c'est ça, elles sont censées s'autoréguler. Sauf qu'elles s'autorégulent dans un système qui ne fonctionne pas sans croissance. On revient à cette notion de croissance. Dans un de système profit. sans fin aussi. Voilà, exactement. Un principe, c'était conçu sans fin. On est Exactement. parti du principe, on fait mieux, on fait plus, on fait mieux chaque année, même s'il n'y a plus de Pas ressources, plus. même s'il n'y a plus d'énergie, enfin voilà. Et donc le problème, c'est que c'est très difficile aujourd'hui, mais c'est nécessaire de revenir en arrière et de donner, alors encore une fois, il y a peut-être plein de gens qui ne vont pas être d'accord, mais de redonner plus de pouvoir pour des interventions de l'État dans la façon dont les entreprises fonctionnent. Donc dans la situation actuelle, un exemple très rapide, c'est la question de la déforestation, donc de coût de l'huile de palme, mais d'autres matières premières aussi. Beaucoup d'entreprises, que ce soit cosmétiques, agroalimentaires, avaient signé ce qu'elles avaient appelé les accords d'Amsterdam. Et c'était de dire, ou le traité d'Amsterdam, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était de dire qu'elles s'engageaient à être deforestation free, donc avoir des chaînes d'approvisionnement sans déforestation d'ici 2020. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé en 2020, aucun des signataires n'avait des chaînes d'approvisionnement sans déforestation, aucun. Donc ils sont tous été un peu penauds, ils ont tous dit on va prolonger du coup plutôt notre engagement jusqu'à 2022-2025. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas déjà la volonté et qu'après on vit dans des systèmes où, et même pour des entreprises européennes, parfois ça peut être difficile parce que tu vas avoir ton fournisseur en Indonésie qui va te dire ouais mais là tu m'en demandes trop niveau paperasse, niveau machin, etc. Moi je vais aller vendre en Chine, il nous faut moins chier quoi, ou en Inde. Et c'est arrivé, moi quand je travaillais sur ces sujets-là, c'est arrivé. Donc il faut des règles et en fait il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. En anglais ils appellent ça le level playing field, donc ça veut dire le même terrain de jeu, tout le monde. Je savais que l'anglais allait arriver. Pardon, je vais faire du franglais, désolé. Mais donc, tu vois, comprends. il faut des règles pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Sur le fait que moi, j'ai l'impression, je sais pas vous, j'ai peur d'être un peu un hypocrite. Parce que j'ai un iPhone, je vais en voiture au taf, et ainsi de suite, pour toute une série de comportements que j'ai. Est-ce que c'est aussi une situation qui vous traverse, qui vous questionne par rapport à une série de points, cette peur d'être un peu, de prêcher quelque chose qu'on n'arrive pas à appliquer? Je peux te répondre en une seconde et puis je laisse parler tout le monde. Vite. Moi j'ai eu une petite phrase, Dis-moi. c'est tu ne peux pas t'abstraire à toi seul d'un système qui fonctionne comme ça. Donc pour moi, oui, hypocrisie, oui, mais donnez-moi d'autres moyens, donnez-moi d'autres possibilités, que les ingénieurs le fassent. Et je le ferai avec plaisir. Je peux faire le meilleur effort possible, mais à un moment donné, je ne peux pas m'abstraire tout seul. Je ne peux pas sortir moi-même du truc. Mais voilà. Mais après, être activiste ne veut pas dire être 100% cohérent sur tout. Je veux dire, on est quand même dans ce système capitaliste. C'est pas parce qu'on est activiste et qu'on est conscient du climat, activiste ou pas, qu'on serait parfait et qu'on est cohérent dans tout. Enfin, si je prends un demi-bout de poulet un jour, ça fait pas de moi une criminelle et ça ne me décrédibilise pas par rapport à tout ce que je fais à côté. Donc, il faut arrêter de croire que parce qu'on est conscient, on n'a plus de vie et on fait tout exactement parfait parce que, de un, le système ne nous le permet pas et de deux, on fera
en étant conscient et en se posant des questions et en essayant d'en parler et de faire bouger les choses, on fera toujours plus que celui qui reste la tête dans le trou. Donc, c'est ce que les détracteurs utilisent en plus pour attaquer souvent. Ouais, bah ouais. Ah, tu dis ça, regarde, t'as mangé un bout de viande. Ouais, t'as publié avec ton iPhone. Voilà, c'est ça, t'as publié avec ton iPhone. Ouais. Et ça contribue aussi à une certaine forme de puritanité, je ne sais pas si c'est le terme, de puritanisme. Puritanisme, non, En peut-être. anglais, ça dit quoi? Ouais, non, bref. Ça contribue à une certaine forme, je trouve, de puritanisme, où des gens normaux vont se dire que c'est inatteignable, en fait, d'être écolo, tu vois. Et de se dire qu'ils vont pas s'engager ou ils vont pas faire d'efforts parce que de toute façon, ça veut dire que tu dois rester chez toi, que tu dois jamais partir en vacances, tu dois pas consommer de plastique, t'as etc. plus de vie et en fait, tu deviens une personne nulle parce que tu... Exactement, alors qu'à un moment, effectivement, il faut voir ce que tu peux faire dans le système dans lequel tu es, avec les contraintes dans lesquelles tu es. Si ça se trouve, t'habites à un certain endroit parce que t'as récupéré la maison de, je sais pas, de tes parents parce que t'avais pas forcément les moyens d'habiter plus près de la ville parce que c'est cher. Et du coup, en fait, ce qui fait que dans cette zone-là, y a pas de transport en commun, donc t'es obligé de prendre ta voiture et puis qu'en plus tu dois déposer tes enfants à l'école, un autre à la crèche qui est un autre endroit, et puis finalement tu dois aller au taf. En fait, t'as pas vraiment d'alternative. Effectivement, ta maison elle est pas isolée, ça c'est un excellent exemple. C'est une politique qui devrait être développée maintenant, là tout de suite, qui aurait dû être développée il y a des dizaines d'années. C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout le monde, littéralement tout le monde. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi qualifié. Et donc tout ça, ça revient toujours à la question des mesures et des changements qui doivent être pris au niveau politique et économique, des changements systémiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de changements individuels, bien sûr, il faut le faire, mais il faut que ça soit accompagné aussi de changements à plus large échelle. Et puis la personne qui vivra en ermitage dans sa yourte au fin fond de la forêt et qui sera totalement indépendant, très bien pour lui et tant mieux. Mais est-ce que c'est la personne qui aura le plus d'impact au niveau global ? Peut-être pas. Donc, effectivement, si on veut essayer de faire changer les choses, on ne sera d'office pas 100% cohérent. Ça va même tellement plus loin que ça. On est dans un système où on a bouffé de la malbouffe pendant longtemps. Ouais. On a besoin de médicaments pour soigner ça. Tu t'abstrais littéralement du carbone. Tu arrêtes de consommer du dafalgan. Tu arrêtes de consommer tous les médicaments. L'industrie pharmaceutique se repose sur du pétrole, tu vois. Donc, c'est... Et un jour, je suis sûr que les détracteurs vont commencer à nous dire ouais, dès qu'on va commencer à expliquer le bilan carbone de l'entreprise pharmaceutique, ça va de plus en plus dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Ah, tu fais l'écolo, mais t'as pris du paracétamol, tu vois. C'est ça, mais ça n'a aucun sens ce genre de commentaires. Bien sûr. Et c'est dur. Et d'un point de vue un peu psy, c'est ça qui me taraude le plus au niveau des schémas qui sont institués en nous sur une manière d'agir, une manière de vivre. Ça s'isole pas simplement à cette génération qui est la nôtre, quoi. C'était celle d'avant, celle encore qui précède, qui a édicté et qui a mis en place cette croissance, cette volonté de croître et d'avoir des ambitions de développement constant. Et donc c'est très difficile ça n'arrive pas en un coup et c'est pas... Enfin, j'ai l'impression... Hein, eux, tu les feras pas changer parce que c'est leur identité, je pense. Hein, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils... Alors, il y en a quelques-uns, parce que, attention, quand je vois les manifestations XR, tu vois des papis et mamies. Hein, et puis, il y a les grands-parents. Les grands-parents pour le climat, ils sont incroyables. Exactement. Mais quand tu reprends un peu d'un point de vue global, c'est difficile de demander à des gens qui ont toujours eu leur mode de vie. Je prends le cliché de Michel Sardou. Ouais, on peut plus rouler vite. On peut plus dire à une femme qu'elle est jolie. On peut plus fumer. C'est un peu ce côté réac. Et Michel Sardou, pour moi, quand il a balancé cette phrase, c'est un peu le cliché de ouais, c'est fini. Alors il sera c'est fini. Ça revient à la question de la liberté. On peut plus rien dire. Exactement. Ça revient à la question de ta liberté. C'est quoi ta liberté en fait, tu vois ? Et à quel moment est-ce qu'elle doit être limitée ou est-ce qu'elle peut être limitée pour ne pas atteindre celle des autres ? C'est ça. En fait, il faut que tout le monde comprenne que nos libertés, c'est grâce à l'exploitation pure et dure de la biodiversité et des êtres humains ailleurs, partout dans le monde, et notamment les pays du Sud. Et après, peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont se dire ah bah je m'en fous, qui crève, et moi je continue à avoir mon confort et mon petit ma PlayStation et tout ce que tu veux. Il y en aura toujours des gens qui diront ça. Ouais. Ou alors il y a peut-être des gens qui vont se dire ah ok, va falloir peut-être voir les choses autrement. Et je pense qu'ici autour de cette table, on fait partie de ces gens-là. Yes sir. Ça aurait été une bonne conclusion, tu vois. Attends, je sais plus comment on fait. Voilà. Faire des cliquetis. Je vole le concept à SNL. Sophie-Marie Larouille, vous connaissez pas ? Non. À bientôt de te revoir. Ah, vous avez pas la ref ? Ah non. Il y a la ref là qui s'affiche. C'est un podcast. Le monteur, bon courage. Le monteur, ça se trouve, il est en train de faire le montage. C'est quoi ? Je comprends pas. C'est quoi sa rêve ? Il va chercher sur Google, il va pas trouver, il va mettre un truc rien à voir. Constamment. Et putain, mec, tu me sors des trucs et tu m'obliges à faire un travail monstre. Comment on fait pour rendre la conscience écologique sexy, les gars ? C'est le goal ultime, de faire en sorte que ça soit à la mode
Mais regardons, maintenant, aller s'habiller dans des friperies, ça devient un peu à la mode. Ouais, ça change un peu. petit peu. Ah, moi, j'ai rue Neuve, toujours blindé. Hein. Ouais. Et quand je passe par la rue des friperies, là, près de la Grand Place, Il y a personne. toujours calme un peu. Oui, hein. mais Le c'est quand week-end même un du peu monde. mais- vintage, on se dit, allez. Ouais, Mais ça serait le goal quand même, Les ultime. marolles et tout qui commencent doucement, là, Ouais. Bah, les fripes qui... Ouais, je pense qu'il y a aussi un. Alors, on va citer notre ami Pompote. Salut Thomas. Thomas. Allez. Thomas Euh, Wagner. Il y a un moment, je suis désolée, hein, mais il faut name and shame les comportements problématiques, tu vois. Il faut plus que ce soit On balance. stylé. Il Ouais. faut plus que On ce clash. soit à la mode de les concours là sur Instagram, genre gagner un week-end à Dubaï, Non, gagner 300 balles à Oh dépenser my chez God, Shine, je sais même comment ça se prononce, Shine. Shine, ok. Ouais, c'est les Ouais, tout ce qui est C'est fast dropshipping, fashion, mais ouais. genre Ok. tu t'achètes tes fringues à 99 centimes, fait Ouais. dans des... Enfin, c'est abominable, tu vois. Ça, en fait, je pense que c'est intéressant parce que le changement culturel, c'est souvent le plus long. Ouais. Le changement politique et le changement économique, il peut se passer sur 5 ans, 10 ans. Ce sera dur, mais il peut se passer. Le changement culturel, c'est souvent sur des générations. Et le problème, c'est que là, on n'a plus le temps d'attendre la Ouais. génération d'après, tu vois, pour commencer à instaurer ces changements. Donc ça va être très compliqué et il va y avoir de la résistance. Et on revient à la question de les gens qui vont potentiellement descendre dans la rue quand on va leur enlever ce que eux considèrent comme cette forme de liberté. Et surtout, en fait, ça rejoint un petit peu la classe sociale modeste, un peu plus précarisée, qui dit mais moi, j'ai pas j'ai pas le choix, je dois m'habiller chez Primark. Et... Ouais, alors ça c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi c'est un argument que j'ai souvent dans les écoles quand je fais des interventions justement, surtout dans les écoles dans les quartiers un peu défavorisés, c'est ouais mais on n'a pas forcément les moyens, etc. Et ça c'est bien sûr, on parle pas de ces gens-là. Et souvent d'ailleurs ces gens-là quand ils achètent chez Primark, etc. Ils y retournent pas tous les week-ends pour acheter 3 robes, ils commandent pas 4 robes Ouais, sur c'est ça qui est internet, problématique. ils jettent pas une après l'avoir mis, etc. Donc on parle pas des gens effectivement qui ont besoin d'avoir accès à ces choses qui sont pas trop chères parce qu'effectivement le système dans lequel on vit fait que c'est très compliqué. Et d'ailleurs on en discutait l'autre jour, d'ailleurs c'était très intéressant ce que tu disais. Souvent ces gens-là sont d'ailleurs beaucoup plus écolos qu'ils ne le pensent. Parce que quand tu es dans une famille modeste et que moi à chaque fois je leur demande aux élèves est-ce que vous avez déjà porté les fringues de vos sœurs, de vos frères, de vos cousins, etc. Tous ils lèvent la main. Mais tous, ils ont dit ah ouais moi je me tape les fringues de ma sœur depuis que j'ai 5 ans, tu vois. Et donc ça on s'en rend pas compte. Mais par contre, les comportements que moi je trouve franchement obscènes, donc d'une influenceuse à plusieurs millions de followers sur Instagram qui une semaine c'est justement 500 € chez Shine, la semaine d'après c'est un aller-retour à Dubaï pour 2 jours, ça je suis désolée. Non, faut clasher, faut dire que c'est Mais c'est inconscient. encore tellement Arrêtez d'être soutenu, il y a encore tellement des encore commentaires trop bien, trop cool, Ouais. oh, trop bien ta life, oh, j'ai trop envie d'avoir la même chose, et tu tags les autres, oh, regarde ce qu'elle vit et tout. Il y a encore tellement de likes sur ces trucs-là Ouais. qu'il y a un travail de ouf à faire. Et c'est génial parce que ce que je fais aussi, et que Thomas, mon pote, fait aussi, et qu'on fait de plus en plus, Ouais. le fait de name and shame, c'est que c'est génial parce qu'en dessous, en commentaire, on écrit un truc, Ouais. et t'as plein de gens qui s'y reconnaissent, et après, on commence à avoir Ouais. à être vraiment un crew, là, pas mal de personnes. Et donc, quand tu likes et que ça se retrouve en top commentaire, Ouais. alors, ils suppriment parfois, hein, ils suppriment. Ou ils bloquent carrément. Ils bloquent, bah, tu reviens, mais c'est génial parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah ouais, tiens, en fait, il y a quand même du monde qui a l'air de penser comme ça. Ouais. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ça bascule en mode bon, je vais basculer parce qu'il commence à être un groupe très très présent et de plus en plus nombreux. Et ça devient intéressant, mais clairement, il faut éclater, il faut dénoncer ce genre de trucs. Hein, Voilà, mon petit Les moment amis, top. lourd. est-ce que vous avez une petite recommandation en encore plus court que la... Avec Chloé. Non, merci Chloé pour ta réponse. Vraiment, tu l'as super bien résumé. Et ouais, donc une petite, c'est l'instant recommandation en fin d'émission. On partage un petit peu ouais, nos œuvres, enfin toute œuvre artistique. Nos œuvres de vie. Ouais, nos œuvres de vie, carrément, les types là. Chaîne YouTube, page Insta, un petit peu ce que vous voulez, les gars. Vous avez champ libre. Que vous invitez chaleureusement nos Valentine, spectateurs. dis-moi, j'ai hâte. Mais moi, du Ok. coup, ça a un peu été spoilé pendant Vas-y, l'émission, Val. mais c'est vrai que j'avais pensé, quand tu m'en as parlé hier soir, je pensais à mon pote Thomas qui fait un travail monstre au niveau de ses articles, au niveau de des réseaux sociaux, de l'interpellation, enfin partout, tous les commentaires et voilà, tout ce qu'il publie, tout ce qu'il fait. Je pense qu'il s'en prend plein la gueule aussi, mais qui fait vraiment un travail monstre. Et c'est vrai que moi, il m'a pas mal inspiré aussi au Et niveau qui de fait la... du 72 heures sur 24, il faut le Ouais, préciser. bah, franchement, ça m'étonne pas parce que c'est voilà, incroyable. Mais donc, Ok. ouais, bon pote. Bon pote. Son blog, ses réseaux sociaux, et c'est vachement inspirant. Et ça permet de aussi prendre exemple et dire, moi, clairement, je me suis mis à écrire des commentaires sur des pages Facebook ou des trucs. Je voyais des pubs. Oh, les gars, regardez, il y a toute l'Europe, tous les avions sont à 5 €. Il y a un moment où c'était vraiment ça. Et j'ai envoyé un pâté comme ça en disant, les gars, et j'ai référé à l'article de mon pote. Ouais.
Et au final, ouais, j'ai eu plein de likes à ce commentaire et j'étais là, ok, let's go faire ça plus. Carrément. Donc je pense qu'il fait un travail monstre et qu'il faut le soutenir. De ouf. Et il faut le suivre. Vince, Taroko. Pour ceux qui aiment lire, je dirais. C'est une, hein. Une. C'est une reco, hein. Bon, ok, Frérot, choisis bien. abonnez-vous à ma chaîne limite Ouais, alors. C'est bon. C'est une promotion. Abonnez-vous à ma chaîne, C'est clair. j'interviewe des experts, j'interviewe des climatologues, j'interviewe des politiciens aussi que je mets face à leurs responsabilités. Les vidéos commencent à sortir, je sais pas quand tu diffuses ça, mais je t'avoue que ça. Déjà, il y a pas mal je de me frotte les contenus qui doigts. sont déjà là en plus, et qui sont vraiment qualitatifs. Eh ben écoute, merci. Et ouais, donc voilà, il y a l'Insta, il y a le YouTube, il y a sur tous les réseaux. Et pour l'instant, on se focalise beaucoup sur Insta, YouTube. C'est YouTube, toi. Je suis YouTube, effectivement. Tu sens la cassure générationnelle ou pas avec YouTube? Non, ouais. Je suis YouTube. Et je suis TikTok aussi. Mais cela dit, ce qui est intéressant vraiment sur ce format-là, c'est qu'on essaie de rendre ça ultra accessible, de le vulgariser et surtout de ramener un peu la pop culture, rendre le truc sexy un petit peu, parce que c'est un peu chiant parfois quand on parle de tout ça. On se dit oh, mais qu'est-ce que ça raconte et tout, c'est lourd. Voilà, on essaye un petit peu de le combiner à notre culture à nous, quoi. Moi, j'ai une culture rap, pop, Marvel, DC, l'univers Batman, l'univers du rap, Harry Potter, tout ce que tu veux. On essaye de mélanger un petit peu le tout, voilà. Merci, ça, c'est pour la chaîne en tout cas. Mais c'est dommage, je prêche ma parole, sinon j'aurais conseillé un livre quand même. Mais bon, tant pis. Allez, je triche un peu. Allez, j'en ai plein, ils sont en train de défiler. Mais je vais m'arrêter sur petit manuel de résistance. Contemporaine. Putain, tu m'as volé Marocco. C'est vrai, c'est la tienne, de Cyril Dion, voilà. Ouais. Clairement, c'est très bien pour se dire tiens, quel est le problème, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer et comment agir. Voilà, c'est comment est-ce que tu résistes. Point. Le gars est fort. J'ai beaucoup aimé une phrase qu'il a dite dans son livre. Enfin, j'en ai surligné plein où il tirait ça d'un autre activiste qui disait choisissez des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. Et ça résume bien une belle philosophie. Ouais. Et toi? C'est quoi ta reco? Moi j'ai Chloé, un bouquin et des Vimoun. personnes. non. Moi j'ai un bouquin que je trouve vraiment top. C'est le titre, en anglais c'est The Good Ancestor, donc le bon ancêtre. Et en fait le but de ce bouquin, je le trouve hyper pertinent, c'est de nous expliquer comment est-ce qu'on peut être des bons ancêtres pour les futures générations. C'est pas mal. Et en fait de penser d'un point de vue intergénérationnel, c'est-à-dire de pas s'arrêter à moi, mon existence, mais de prendre de prendre des décisions et de faire des actions. Et il explique qu'en fait, même si c'est très difficile parce que notre cerveau est fait pour penser au court terme et à maximiser notre bien-être à nous et notre confort, il y a des choses qui ont été faites dans l'histoire avec le but de rester plusieurs générations. Et on pense notamment aux infrastructures, il parle des ponts, de certaines choses qui ont été pensées, existées, que ce soit au niveau de l'art, etc. Et je trouve que c'est un super bon bouquin pour expliquer qu'on peut être des bons ancêtres pour les futures générations. Et deuxième, c'est pas tellement quelque chose en particulier, mais c'est juste une recommandation en fait, de s'ouvrir à notamment des activistes du Sud ou des activistes issus de minorités. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui dans ces sujets-là, c'est qu'on met vachement en avant le même type de personnes. Donc on a mis en avant, et elles font super bien leur boulot, la plupart c'est des nanas d'ailleurs, mais par exemple Greta, l'histoire de Greta, c'est génial ce qu'elle a fait, je dis pas, mais on a systématiquement mis en avant Greta, elle a été interviewée par des médias du monde entier, etc., alors qu'il y a des activistes dans les pays du Sud qui font ce boulot-là, qui n'ont pas accès à ces médias internationaux, qui ne leur donnent pas la parole. Ou qui sont bypassés. L'exemple de Vanessa Nakate, qui est une personne absolument incroyable et qui a été coupée d'une photo alors qu'elle était à côté de Greta et Louisa, etc. À Davos, ils l'ont coupée de la photo. Et ils l'ont encore enlevé à la COP 26 aussi. Super. Donc en fait, ça pour l'anecdote, c'est horrible parce que rapidement, on a montré que Greta Thunberg avec, je pense, la ministre, la ministre écossaise, et c'est ouf parce que tout le monde disait ouais mais Vanessa a été retirée. Alors moi j'ai accès à Getty Images avec mon abonnement média et je vais voir sur Getty, je trouve la vidéo qui a servi de source pour alimenter les médias du monde entier, et en fait tu vois exactement une parité entre Vanessa et Greta. On les voit toutes les deux pareil, le même nombre de temps, la caméra bouge un petit peu, etc. Et je me dis mais merde, ils ont vraiment pris la vidéo 4K, je l'ai fait moi-même en test, ils ont pris la vidéo 4K, ils ont zoomé pour avoir que la ministre et Greta. On enlève la noire là-bas. Et c'est très très juste ce que tu dis, franchement. Il faut s'étendre
s'étendre, il faut pas suivre toujours les mêmes comptes, et ça c'est valable pour tout, mais il faut pas suivre les mêmes comptes, lire les bouquins de même personne, etc. Il faut s'étendre, ça vaut pour le féminisme, ça vaut pour le climat, etc. En gros, il faut arrêter de lire et de voir des ressources d'hommes blancs. Cis, et tout ce que vous voulez, able, voilà, etc. Ça, il faut un peu s'en éloigner, il faut écouter la parole d'autres personnes, et je pense que ça c'est hyper important, parce que sinon on reste enfermé dans des paradigmes qu'on réplique en plus, des schémas, et il faut s'ouvrir un petit peu ailleurs, et les personnes, les activistes du Sud sont les plus concernés par ces sujets-là. La plupart du temps ils manifestent au péril de leur vie dans certains cas, et c'est important d'écouter leur ressenti. Oui, il y en a qui restent. On parle pas de ce... Ce que tu dis c'est beau. Il y a pas très longtemps, très vite, on a créé avec Kola, une activiste turque, le projet Their Voices, qui est aussi un podcast. C'est le début, on est là, vraiment petit comité. Maintenant, il y a d'autres activistes brésiliens, allemands qui nous ont rejoints pour faire justement des podcasts avec ces activistes. On a interviewé Youssouf Balouch, qui vient de Balochistan, voilà. Maintenant, Naombi qui vient d'Ouganda. Et on promeut ça. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de répondre au début de l'émission quand je vous ai posé la question de qu'est-ce qui vous a impacté un peu, quel a été votre déclencheur, mais c'est vrai que je te ressemble un peu sur le côté justice en fait. Je pense que c'est le fruit de mon éducation et de mon environnement où on se questionnait, et mes parents me questionnaient davantage sur les injustices sociales, mais ce qui est fascinant, c'est qu'au plus tu investis dans un domaine d'injustice, au plus il te mène vers toute une série d'autres combats qui sont donc tu peux avoir des combats qui évidemment te serrent par le cœur et que tu sais que tu seras toujours lié à ça, et en même temps ça t'impacte, tu peux pas avancer tout seul quoi. Et c'est ça un petit peu ce qui est fascinant par rapport à l'écologie, et du moins comment moi je le perçois. Marocco, c'est Indice des Feux. C'est un recueil de nouvelles écrit par Antoine Desjardins. Je pense, c'est avec une série d'histoires qui se déroulent à Québec, et c'est trop bien parce que c'est une pote qui me l'a offert pour mon anniv, et je pensais pas du tout que ça allait être lié au climat. Et en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est une série d'écrits, et tu lis ça comme des petits récits, et en fait, tu découvres à la fin quel est le versant, le plan, la narration liée au climat et à l'écologie qui est investiguée. C'est absolument fascinant. Et puis l'autre reco, tu me l'as volé, frère. Désolé, hein. Voilà. Désolé. Sinon, dans le livre, je pense que c'était très bien ce qu'on a investigué toute une série de thématiques. On est, voilà, même si Chloé, c'est une sacrée experte. De ouf, hein. Ouais, franchement, carré. Parle trop, c'est ça, ouais. C'est une façon directe de dire parle trop. Elle va écrire un livre. T'as des choses à dire, hein. Pourquoi on va écrire un livre? C'est l'occasion avec cette émission de pouvoir vous conscientiser, sensibiliser et vous pousser à vous informer aussi en tant que spectateur et auditeur de ce podcast, et j'espère que c'est ça qu'on a pu initier en vous, et de partager ça, les gars, partagez un max. Est-ce que vous avez en tout cas, un mot, merci. mais vraiment un mot de la fin là. Merci, juste ça, merci. Ça donne de l'énergie, de l'espoir d'avoir des discussions comme ça, c'est toujours intéressant. C'est trop cool. Ouais, c'est trop Ton mot de la fin, Vince. Au bain. je Je trouve ça beau. Je sais pas. Merci. Voilà. On dirait une petite aube au bain. L'aube de quelque chose. Voilà, au bain. Je terminerai en disant au bain. Aussi, je vais rougir. Au bain. Et si vous en avez pas eu assez des à peu près sérieux, je vous invite à aller checker tous les épisodes qui sont sur la page YouTube, la chaîne YouTube. Au bain les Aguilar. YouTube. Oh, et aller checker le podcast aussi, À ceux qui osent, où je pars investiguer le parcours atypique de gens géniaux. Ça peut être des comédiens, des auteurs, des réalisateurs, toute personne qui a entrepris un peu. Et donc il y a une série qui a aidé à la croissance économique. Ouais. Et d'ailleurs, Vin s'est passé dedans. Et bah voilà, comme quoi. J'ai participé de ouf à la croissance économique, laissez tomber. J'ai incité les gens à acheter des téléphones, et à acheter des trucs et tout, de ouf, bien sûr. Et il y a plein de gens qui vont sortir sur cette saison 2 et qui vont être fous. T'invites pas les entrepreneurs de Belfius là qu'on voit dans les photos, les affiches Total Énergie. Vous avez vu ces affiches là Total Énergie, j'en fais ça que je fais. Non. Putain, imagine, c'est que ça. Non, les amis, merci d'être passés, ça m'a fait plaisir. On peut s'applaudir. Allez.